Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Isère Mag. Nous sommes ici à Clé, à une quinzaine de kilomètres de Grenoble, sur l'espace naturel sensible de la tourbière du Peuil, un des 17 ENS gérés par le département, qui en compte 146. Alors avec plus de 2600 variétés de plantes, 90 espèces de mammifères et 250 espèces d'oiseaux, l'Isère accueille une faune et une flore parmi les plus riches de France. Avant de vous en parler plus longuement, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil au sommaire. C'est dans la poche. À la prochaine rentrée, les 65 000 collégiens isérois pourront bénéficier de la carte Tatou. Gratuite, c'est une cagnotte de 60 € pour faire du sport, des activités artistiques ou culturelles, mais aussi des bons plans. Les bons plans pour les amateurs de vélo, c'est aussi en Isère que vous les trouverez. Plus de voies cyclables pour plus de sécurité, des échappées sur route fermée et pour voir les pros, le Tour de France. Plus contemplatif, l'exposition de l'artiste Ji-Young de Molpark au musée Hébert à La Tronche, inspirée de ses promenades dans les Alpes. Et puis pour un été musical, c'est aussi le festival Berlioz qui vous attend en août à la Côte-Saint-André pour des milliers de sublimités. Et c'est depuis l'hôtel du département que l'on va commencer à dérouler notre fil rouge sur les ENS avec vous, Céline Dolgopiatov-Burlet. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes vice-présidente du département en charge de l'environnement et de la biodiversité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que c'est qu'un ENS ? Alors, un espace naturel sensible, c'est un lieu où on a un habitat naturel assez caractéristique avec une présence de faune et de flore très particulière des habitats naturels de l'Isère que l'on a labellisés, qui peuvent être soit un site départemental, soit un site communal. Et on en a un petit peu partout en Isère, il y en a 146 au total. Et en Isère, on a de la chance d'avoir des ENS très variés. Oui, nous en avons donc dans les milieux montagnards, nous en avons aussi en plaine, dans les milieux humides bien souvent, autour d'étangs également, le long de l'Isère, le long d'autres cours d'eau comme la Romanche dans l'Oisans. Enfin voilà, c'est assez varié et il y en a, j'ai envie de dire, pour tous les goûts. Pourquoi est-ce que ces ENS sont importants pour le département ? Alors pour le département, c'est important à plusieurs titres. D'abord parce que ça permet de travailler sur la valorisation et la préservation d'un patrimoine naturel qui est quand même très diversifié en Isère. On a une particularité, c'est d'avoir montagne, vallée, milieu sec, milieu humide. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, ça permet aussi de travailler sur un axe fondamental pour nous qui est l'éducation et la sensibilisation à l'environnement. Parce que dans les objectifs que l'on se fixe, c'est évidemment de partager la connaissance et c'est en connaissant que l'on va pouvoir avoir une attitude et une posture de respect vis-à-vis de ce milieu naturel qui a fort besoin d'accompagnement et de préservation. Et puis, je crois que vous voulez aussi marquer du sceau de la biodiversité ces prochaines années. Comment vous allez faire ? Alors, tout d'abord, en continuant à préserver et valoriser notre réseau de sites, mais nous aimerions aussi demander à l'État de classer les espaces naturels sensibles du département dans les aires de protection forte, de façon à ce qu'ils puissent vraiment être référencés pour la qualité des actions que nous y menons. Ce qui est important de dire aussi, c'est que ces ENS sont vraiment accessibles à tous. Ce n'est pas des milieux de haute montagne. On peut venir y découvrir la nature, quitte après à aller faire d'autres balades un peu plus longues. Tout à fait. Ce sont des sites qui peuvent être pour certains aménagés même et accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Alors ce n'est pas le cas de tous, mais certains le sont vraiment identifiés pour. Et puis ce sont des lieux où il peut y avoir des cheminements et des sentiers tout à fait organisés et qui peuvent permettre au plus grand nombre d'aller à la rencontre de la nature dans de belles conditions. Et l'été, entre le mois de mai et le mois d'octobre, accompagnés aussi de guides nature qui sont présents pour conduire des animations. On va d'ailleurs rencontrer Florence dans quelques minutes. Merci beaucoup Céline Dolgopiatov-Burlet. Alors évidemment, faire connaître la biodiversité aux générations futures, c'est important. Et pas besoin de carte spéciale pour ça. Mais pour tout le reste, il y a la carte Tatou depuis cet été. Et dans le cadre de sa compétence autour des collèges, le département de l'Isère innove encore pour la prochaine rentrée. Après les repas à 2 € pour tous en 2021, il joue donc une nouvelle carte, la carte Tatou, parce qu'avec elle, Tatou, activités sportives, culturelles et artistiques. C'est un reportage d'Éléonore Pointeau.
La rentrée, ce n'est pas seulement les bancs de l'école, c'est aussi le retour des activités en tout genre. Un nouveau dispositif du département de l'Isère permet aux collégiens de bénéficier d'une somme de 60 € pour réaliser une activité sportive, de loisirs ou encore culturelle. Une carte tatou complètement gratuite pour les familles. C'est aujourd'hui un dispositif qui correspond bien aux jeunes, avec quelque sorte un portefeuille numérique, une carte et puis une application sur leur téléphone qui leur permettra de débiter le montant des licences auxquelles ils pourront avoir accès. Les familles peuvent faire la demande dès le 1er juin. Ce sont 65 000 jeunes de 11 à 15 ans concernés par cette aide financière, à hauteur de 3 600 000 € pour le département. Elle a pour objectif d'inciter les jeunes à pratiquer une activité tout au long de l'année. C'est déjà très bien pour les partenaires de pouvoir recruter des jeunes adhérents, des nouveaux, et surtout au niveau de l'âge du collégien, parce que c'est très important, les 11-15 ans, c'est des fois des publics qu'on n'arrive pas à aller chercher, et par cette aide financière, ça permettra qu'ils puissent rentrer dans nos clubs. Terminé l'échec du pack loisir, le montant est doublé, la partie administrative simplifiée. En présentant sa carte tatou lors des inscriptions, la carte sera directement débitée et un remboursement se fera dans les 4 semaines. Je pense que la gestion sera beaucoup plus facile, ça c'est clair. Parce que la gestion au niveau de l'ancien chéquier du département de l'Isère était un peu plus lourd à gérer à ce moment-là. Au total, 500 associations sont déjà inscrites. Pour être partenaires, les clubs doivent signer une convention avec le département. Sur les 60 € offerts, 10 € sont disponibles pour des achats en librairie. Des réductions pour aller au cinéma, à des spectacles ou encore des événements sportifs seront proposés tout au long de l'année. Pour s'inscrire, il suffit de créer un compte sur le site isère.fr. Cette carte sera valable durant toute la scolarité au collège de l'enfant et sera automatiquement rechargée. Bonjour Florence Boudignon, vous êtes guide et accompagnatrice sur les ENS du Sud-Isère. Aujourd'hui, vous accompagnez des élèves et leurs professeurs et vous avez pris quelques minutes pour nous répondre. Les ENS sont donc accessibles toute l'année, mais jusqu'au 9 octobre, il y a un petit bonus. Le bonus, c'est vous, les guides et les accompagnateurs. Vous êtes une quinzaine sur ces ENS de l'Isère. Alors, quel est votre rôle ? Bonjour, donc je suis animatrice auprès du département. Avec d'autres collègues, nous faisons des animations pendant l'été et nous abordons différents thèmes auprès du grand public pour leur faire découvrir la faune et la flore. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Tourbière du Peuil. Quelle est la particularité de ce lieu ? Alors en fait la tourbière du Peuil se trouve dans le massif du Vercors et c'est assez exceptionnel de trouver une zone humide ici puisque le massif du Vercors est un massif calcaire. Donc pour retenir l'eau c'est difficile, la roche est perméable. Donc en fait la tourbière est le fruit d'une évolution géologique assez exceptionnelle. Voilà, donc ça fait toute la particularité du site. Oui. Quand vous accueillez les gens, ils arrivent par ce petit chemin. C'est la première étape ici ? Alors, la première étape, ça commence plutôt en fait à partir du parking. Nous montons sur la moraine. La moraine, ce sont des roches qui ont été apportées il y a des millions d'années par les glaciers. Donc on passe par la moraine jusqu'à arriver au belvédère, en effet, où là nous avons un point de vue sur la tourbière, oui. Ce point de vue, il est magnifique. C'est le Vercors qui nous accueille. C'est vraiment un lieu emblématique aussi du département, le Vercors. Et cette tourbière qui est à la fois intéressante du point de vue géologique, vous nous l'avez dit, mais aussi par la faune et la flore qu'elle accueille. Oui, tout à fait. Alors, on va trouver beaucoup d'animaux ici, une grande biodiversité, très large. Alors, on peut trouver des rapaces, des aigles, on peut trouver des faucons, on va trouver aussi des amphibiens qui vont se reproduire dans la tourbière. On va trouver des insectes, beaucoup d'insectes, des papillons, des libellules, voilà, des mammifères aussi, des chevreuils qui passent de temps en temps, voilà, des renards, des blaireaux. On trouve aussi beaucoup de traces et indices de vie des mammifères, oui. Ce que vous enseignez aux visiteurs qui viennent ici, c'est aussi de préserver la nature, de faire attention, de rester sur le chemin.
Complètement. En fait, on est sur un espace naturel sensible, donc protégé. Il y a des règles à respecter et ça fait partie aussi de notre mission de sensibiliser les personnes à la protection de cet espace et au respect des règles, donc principalement de rester sur les sentiers. Ouais. Et puis, vous leur dites aussi qu'il y a plein d'autres endroits à visiter dans notre département et que les ENS et vos collègues sont tous là pour les accueillir. Complètement. En fait, il y a près de 150 espaces naturels sensibles dans tout le département. Donc, les animations se passent sur tous ces sites et on les invite, bien sûr, à aller le plus possible sur d'autres ENS et visiter le plus d'ENS possible. Merci beaucoup Florence. En tout, plus de 200 rendez-vous thématiques sont donc proposés jusqu'au 9 octobre. Et tout le programme, c'est à retrouver sur le site biodiversité.isère.fr. Ces ENS, vous pouvez aussi pour certains y accéder à vélo. Avec l'émergence des enjeux climatiques et de santé, le département prévoit de quasiment doubler son réseau cyclable d'ici 2028 pour le faire passer de 300 à 580 km. En attendant, le département propose aussi aux cyclotouristes d'évoluer comme des pros sur des routes fermées. Tout ça grâce aux échappées belles. Et Léonore Pointeau a suivi le peloton au col de Porte. C'est un idéal pour tout cycliste, faire du vélo sur route sans être dérangé par les voitures. C'est possible grâce aux échappées iséroises. Pour cette 3e édition, le département met en place 7 montées emblématiques des massifs isérois. L'Isère est l'un des départements français avec le plus de cyclotouristes, près de 3500 personnes pour 66 clubs. Il y a toujours un engouement, pour le coup le vélo c'est une pratique qui continue de se développer. On voit aussi cette envie d'aller sur des cols de la route fermée, on n'est pas les seuls à le faire aujourd'hui, donc ça devient quelque chose d'attractif touristiquement parlant. Professionnels, passionnés et amateurs se testent sur différents cols, comme le col de Porte ou le col de la Charmette. Peu importe le vélo, électrique, musculaire ou tandem, ça fonctionne. On peut rouler côte à côte, ce qui est très agréable. Parce que l'année, si jamais on met 2 vélos côte à côte, on se fait klaxonner de toutes parts, limite parfois insulté. Et là, on pouvait rouler ensemble, donc c'est vraiment super, quoi. Non, franchement, juste une petite sortie, mais bon, après on se prend un peu au jeu, on essaye de monter vraiment à son rythme le maximum qu'on peut, puis voilà, après c'est les jambes qui parlent. Des centaines de cyclistes peuvent profiter d'un moment calme en pleine nature. Depuis des années, le comité départemental de cyclotourisme travaille avec le département pour permettre des randonnées en toute sécurité tout au long de l'année. Avec le département, on travaille surtout sur les infrastructures, c'est-à-dire c'est améliorer les infrastructures pour que la cohabitation entre automobilistes et cyclos se passe du mieux possible. L'idéal, ça serait d'avoir des voies cyclables en site propre, c'est-à-dire qu'on est complètement en dehors de la route. Et on n'a que les vélos sur les pistes cyclables. Et donc, ce qu'on est en train de travailler aussi avec le département, c'est ce qu'on appelle les CVCB, c'est des voies centrales à chaussée banalisée. Les échappées iséroises se déroulent sur des routes fermées à la circulation et elles n'attirent pas que le public français, des étrangers y participent aussi. Les échappées iséroises attirent chaque année plus de 2000 personnes. L'Isère, plus que jamais terre de vélo en 2022, avec aussi l'Alp'Isère Tour, le Critérium du Dauphiné et bien sûr le Tour de France dont une arrivée en fanfare est prévue le 14 juillet à l'Alpe d'Huez avec un départ le lendemain à Bourdoiseau. Une centaine d'agents du département sont mobilisés pour cet événement. L'Isère cet été, c'est la nature, le sport, c'est aussi la culture. Les 11 musées du département et leurs jardins vous attendent comme à la Tronche au musée Hébert où l'artiste coréenne Ji-Young Daemol Park a posé ses pinceaux et ses toiles. Témoignage de ses balades sur le vif dans les sublimes paysages des Alpes en Isère et les massifs voisins. Charlotte Faulkner.
À la croisée de ces deux cultures, asiatique et occidentale, les œuvres de Ji-Young de Molpark font voyager les visiteurs sur des paysages familiers. Artiste coréenne installée en France depuis 20 ans, cela fait 10 ans qu'elle se perfectionne à l'art du paysage au lavis, une technique picturale qui consiste à n'utiliser qu'une seule couleur qui sera ensuite diluée pour obtenir plusieurs intensités de couleurs. La singularité de l'œuvre de Ji-Young de Molpark, c'est qu'elle a créé finalement un style entre l'art asiatique et l'art occidental qui lui est vraiment propre. Et elle a une technique absolument remarquable. Elle travaille à l'encre, à l'aquarelle. Elle utilise les lavis dans une gamme extrêmement subtile. Et elle travaille au calame, par exemple, ce bambou taillé avec lequel elle trace finalement un peu de manière calligraphique les sommets. Un travail technique que l'artiste utilise pour immortaliser les paysages qu'elle découvre. Parmi les 85 œuvres présentées pour l'exposition, certaines ont été réalisées en Isère, des paysages que le visiteur découvre avec le regard de l'artiste, un regard poétique et tout en subtilité, comme pour ce tableau représentant le Moucherotte depuis le pic Saint-Michel. Cette œuvre résume très bien le travail de l'artiste, c'est-à-dire cette utilisation du blanc, du lavis. On reconnaît les montagnes, donc il y a une précision finalement dans les paysages représentés et en même temps une technique absolument incroyable. Pour réaliser ses œuvres, l'artiste utilise une technique bien à elle. Elle arpente les massifs avec des rouleaux ou des leporello, des carnets en accordéon pour retransmettre au mieux les panoramas qu'elle rencontre. Je suis tombée amoureuse des paysages des Alpes et c'est en utilisant la technique de base, c'est-à-dire que dessin, croquis et de l'encre et aquarelle. Et c'est les différentes saisons, différents moments, différents lieux. Et j'ai rendu vraiment hommage de beaux paysages. Au total, l'artiste aura réalisé une trentaine d'œuvres en Isère, spécialement pour l'exposition Contemplation au musée Hébert à La Tronche. Une exposition à découvrir jusqu'au 28 novembre. Autre destination, la Côte-Saint-André, la commune natale du compositeur Hector Berlioz, qui lui consacre un musée, mais aussi un festival de musique classique de renommée internationale qui se déroule chaque année fin août. La renommée nationale et internationale du Festival Berlioz en fait l'un des rendez-vous incontournables de la saison des festivals de musique classique. Fin août chaque année, ce sont 2 semaines de concerts symphoniques, fêtes et autres récitals qui sont proposés aux mélomanes. Le thème cette année, des milliers de sublimités pour en voir et en écouter de toutes les couleurs. Ce sera une programmation vraiment très ouverte, très généreuse, qui va inviter au voyage aussi, puisque Berlioz était un grand voyageur. Il a parcouru vraiment toute l'Europe pour ses concerts. Donc on va voyager comme ça en musique de Londres à Moscou, mais aussi en Amérique, en Asie, en Afrique et puis en Méditerranée, qui sera le thème de la grande fête d'ouverture au Parc Alivet. Au programme de cette édition, quelques-uns des plus grands compositeurs de ces derniers siècles, de Schubert à Wagner en passant par Debussy, et évidemment Hector Berlioz à l'honneur dans ce festival sur ses terres natales. Le célèbre créateur de la symphonie dramatique de Roméo et Juliette est également l'un des premiers créateurs du concept même de festival. Alors il y a beaucoup de grands orchestres, de grands chefs de renom. On aura notamment les 2 formations de Radio France, donc l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Miko Franck, mais aussi l'Orchestre National de France, dirigé par Thomas Engelbrock. Et puis on aura le Concert des Nations avec Jordi Savall, on aura l'Orchestre National de Lyon, dirigé par Deborah Wadman. On aura la chance aussi d'accueillir à nouveau le Cercle de l'Harmonie, dirigé par Jérémy Rohrer, mais également l'Orchestre de Chambre de Lausanne, avec son nouveau chef Renaud Capuçon, qu'on connaît au violon, mais qui maintenant est également chef d'orchestre. Si les grands rendez-vous sont payants, la programmation prévoit aussi plusieurs dizaines de concerts et rendez-vous gratuits pour rendre la musique classique accessible au plus grand nombre. Au-delà des concerts, c'est toute la Côte-Saint-André qui vibre au son de cet événement festif. Il y a vraiment toute une programmation de rendez-vous gratuits pour tous, donc notamment tous les soirs à 19h sous la halle médiévale de la Côte-Saint-André. On aura le off des fanfares, donc c'est des fanfares, orchestres d'harmonie, c'est ouvert à tous. On a également les soirs après les concerts symphoniques, la taverne d'Hector pour se retrouver, boire un verre dans une ambiance musicale, mais également des conférences. L'exposition au musée Hector Berlioz autour des voyages à découvrir.
Pour cette édition 2022, le festival devrait accueillir environ 30 000 passionnés de musique classique. Tout le programme à retrouver bien sûr sur le site internet du festival, festivalberlioz.com. Merci d'avoir suivi cette émission qui, je l'espère, va vous donner envie de parcourir un peu plus le département de l'Isère cet été. Vous retrouvez aussi plus d'infos dans le magazine papier Isère Mag, également en ligne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.